Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur le choix d'une serre de jardin est probablement faux? Vous avez vu les photos magnifiques dans les catalogues, vous avez entendu les promesses des vendeurs, des légumes frais toute l'année, une oasis de verdure à portée de main. Mais derrière ce rêve, il y a une réalité que l'on vous cache soigneusement. Les vendeurs omettent, volontairement ou non, 3 critères de fondamentaux. 3 secrets qui ne sont jamais sur la brochure. 3 détails qui peuvent faire la différence entre un projet réussi et un désastre coûteux et frustrant. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ces 3 critères que l'industrie de la serre préférerait que vous ignoriez. Restez bien jusqu'au bout, car le 3e pourrait vous faire économiser des milliers d'euros et des années de regrets. Préparez-vous à devenir un expert que même les vendeurs redouteront. Avant de plonger dans nos 3 secrets, comprenons pourquoi la serre de jardin fascine autant. C'est bien plus qu'une simple structure en verre ou en plastique. C'est la promesse d'une saison de jardinage prolongée, la possibilité de cultiver des plantes exotiques, ou encore un grand pas vers l'autonomie alimentaire. Pour beaucoup, c'est l'aboutissement d'un rêve de jardinier. Mais c'est aussi un investissement significatif en temps et en argent. On ne parle pas d'acheter un simple pot de fleurs. On parle d'une structure qui va modifier votre jardin, votre emploi du temps et votre portefeuille pour les 10 ou 20 prochaines années. C'est précisément parce que l'enjeu est si important que les erreurs de choix sont si douloureuses. Les fabricants se concentrent sur les caractéristiques de leurs produits, l'épaisseur du polycarbonate, le type d'aluminium, mais ils oublient l'essentiel, vous et votre jardin. C'est ce que nous allons corriger aujourd'hui. Le premier critère secret, celui que 99% des guides ignorent, n'a rien à voir avec la serre elle-même. Il a tout à voir avec votre jardin. Les vendeurs vous demandent ce que vous voulez planter, mais ils ne vous demandent jamais quel est le microclimat de votre parcelle. Ils vous vendent un produit standardisé, comme si tous les jardins de France étaient identiques. C'est la première et la plus grande des erreurs. Une serre magnifique sur une photo peut devenir une véritable galère si elle est installée au mauvais endroit. Pensez à votre jardin non pas comme une surface plate, mais comme un écosystème avec ses propres règles. Il y a des couloirs de vent, des zones d'ombre, des points froids, des sols qui drainent bien ou mal. Ignorer ces éléments, c'est comme construire une maison sans étudier le terrain. Vous vous exposez à des problèmes constants. Surchauffe, manque de lumière, instabilité, humidité excessive. La serre parfaite n'est pas la plus chère ou la plus belle du catalogue. C'est celle qui s'intègre harmonieusement aux conditions spécifiques de votre propre lopin de terre. Avant même de regarder un seul modèle de serre, vous devez devenir un détective de votre propre jardin. Plongeons dans le premier élément de ce microclimat, le vent. C'est un ennemi invisible mais redoutable pour une serre. Un vendeur vous vantera la légèreté de sa structure en aluminium, mais il ne vous dira pas qu'une serre légère dans une zone venteuse peut se transformer en cerf-volant lors de la première tempête. L'exposition au vent a des conséquences dramatiques. Premièrement, la sécurité. Une structure mal ancrée ou trop fragile peut littéralement s'envoler et causer des dégâts considérables. Deuxièmement, la déperdition de chaleur. Le vent qui frappe constamment les parois refroidit la serre de manière spectaculaire, surtout en hiver. Vos coûts de chauffage peuvent exploser, annulant une partie des bénéfices de la structure. Troisièmement, l'usure. Le vent exerce une pression constante sur les panneaux et les joints, ce qui peut les déformer, les déceler et réduire drastiquement la durée de vie de votre installation. Avant d'acheter, passez du temps dans votre jardin. Observez d'où vient le vent dominant. Y a-t-il des protections naturelles, comme des haies ou des murs? Si votre terrain est très exposé, vous devez absolument privilégier une structure plus lourde, un ancrage au sol extrêmement solide, et peut-être une forme plus aérodynamique, comme une serre tunnel, plutôt qu'une serre avec de hautes parois verticales. Passons maintenant au soleil, le meilleur ami du jardinier, mais qui peut devenir un véritable tyran sous une serre. Le cliché est de penser qu'il faut un ensoleillement maximum toute la journée. C'est une simplification dangereuse que les vendeurs adorent, car elle est facile à communiquer. En réalité, le plein soleil du matin est fantastique. Il réchauffe doucement la serre,
Mais le plein soleil de 14 heures en plein mois de juillet peut transformer votre serre en un four. Les températures peuvent grimper à 50 ou 60 degrés, littéralement cuire vos plantes et rendre tout travail à l'intérieur impossible. L'orientation de la serre est donc cruciale. Idéalement, la plus longue façade doit être orientée vers le sud pour capter un maximum de lumière en hiver lorsque le soleil l'entabat. Mais il faut aussi anticiper l'été. Un arbre à feuilles caduques à proximité peut être un allié précieux. Il laissera passer le soleil l'hiver et créera une ombre bienvenue l'été. Si ce n'est pas possible, vous devez impérativement prévoir un système d'ombrage, comme des toiles ou un badigeon sur les vitres, ainsi qu'une ventilation très efficace. Ne sous-estimez jamais le nombre d'ouvertures nécessaires. Une petite lucarne de toit ne suffira pas pour une grande serre. Plus il y aura de possibilités de créer des courants d'air, mieux ce sera. Abordons un point technique souvent relégué en bas de page du manuel d'installation, la fondation. C'est sans doute l'élément le moins glamour, et c'est pourquoi les vendeurs en parlent peu. Ils vous vendent un kit, une structure. Ce qui se passe en dessous, c'est votre problème. Pourtant, une serre sans une bonne fondation est comme un château de cartes. La plupart des serres d'entrée de gamme sont livrées avec une simple embase en métal à poser sur le sol. C'est totalement insuffisant dans la plupart des cas. Le sol travaille, il gèle, il se tasse. Sans une base stable, votre serre va bouger. Les portes ne fermeront plus correctement, les joints vont s'ouvrir et la structure entière sera fragilisée. Le type de fondation dépend de votre sol et de la taille de la serre. Pour un sol stable et une petite structure, une ceinture de parpaing peut suffire, mais pour une grande serre ou un sol argileux qui bouge beaucoup, une dalle en béton est presque indispensable. C'est un coût et un travail supplémentaire important que vous devez absolument anticiper dans votre budget. Ne croyez jamais un vendeur qui vous dit que vous pouvez simplement poser la serre sur l'herbe. C'est la recette garantie pour un désastre à moyen terme. Une fondation solide assure la longévité, la stabilité et l'étanchéité de votre investissement. Un autre détail pratique, mais vital, que les vendeurs oublient de mentionner, est la gestion de l'eau. Cela concerne deux aspects, l'arrivée d'eau et l'évacuation. Premièrement, comment allez-vous arroser vos plantes? Une serre, par définition, ne reçoit pas la pluie. Vous devrez donc arroser beaucoup. Est-ce que votre serre sera proche d'un robinet? Devez-vous prévoir de tirer un long tuyau à travers tout le jardin, ce qui devient vite une corvée? Ou mieux, avez-vous la possibilité d'installer un système de récupération d'eau de pluie directement depuis les gouttières de la serre? C'est une solution écologique et économique, mais elle doit être pensée dès la conception. De nombreux modèles d'entrée de gamme n'ont même pas de gouttière. Deuxièmement, l'évacuation. Que se passe-t-il quand vous arrosez abondamment ou quand vous nettoyez la serre à grande eau? Le sol à l'intérieur doit pouvoir drainer cet excès. Un sol constamment détrempé favorise les maladies et la pourriture des racines. Si vous construisez une dalle en béton, il est impératif de prévoir une légère pente et un système d'évacuation comme un siphon de sol. Si vous posez la serre sur la terre, assurez-vous que le sol en dessous n'est pas une argile compacte qui se transformera en marécage. La gestion de l'eau est un aspect logistique fondamental pour le confort d'utilisation et la santé de vos cultures. Alors, comment synthétiser tout cela de manière pratique? Avant même d'ouvrir un catalogue, vous allez réaliser un audit complet de votre jardin. C'est simple et cela ne vous coûtera rien. Prenez un carnet, un stylo et une boussole. Pendant une semaine, à différents moments de la journée, allez sur l'emplacement potentiel de votre serre. Notez où le soleil tape et à quelle heure. Le matin? L'après-midi? Toute la journée? Identifiez les ombres portées des bâtiments ou des arbres, en hiver comme en été. Ensuite, le vent. Observez les mouvements des branches des arbres. D'où vient le vent dominant? Y a-t-il des zones plus abritées? Regardez le sol. Creusez un petit trou. Est-ce de la bonne terre, du sable, de l'argile? Est-ce que l'eau stagne après une pluie? Enfin, la logistique. Où est le point d'eau le plus proche? L'électricité? Comment allez-vous accéder à la serre avec une brouette? Cet audit de quelques jours vous donnera une carte d'identité précise de votre terrain. Avec ces informations en main, vous ne serez plus un acheteur passif. Vous pourrez confronter les vendeurs avec des questions précises
et choisir un modèle non pas pour sa beauté, mais pour son adéquation parfaite à votre environnement. C'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre projet. Passons maintenant au deuxième critère secret, peut-être le plus intime et le plus difficile à évaluer. L'adéquation de la serre avec votre style de vie réel et non votre style de vie fantasmé. Un vendeur vous demandera ce que vous voulez faire pousser. Des tomates, des semis, mais il ne vous posera jamais la question la plus importante. Combien de temps avez-vous vraiment à consacrer à votre serre chaque semaine? Beaucoup de gens achètent une grande serre en s'imaginant y passer des heures de détente, pour finalement réaliser que c'est une contrainte énorme dans leur emploi du temps déjà chargé. Une serre n'est pas un meuble de jardin. C'est un être vivant qui demande une attention quasi quotidienne. Arrosage, aération, surveillance des maladies et des parasites, taille. Si vous partez souvent en week-end ou en vacances, qui s'en occupera? Une serre négligée, même quelques jours en plein été, peut se transformer en cimetière de plantes. Il est donc crucial d'être brutalement honnête avec vous-même. Êtes-vous un jardinier passionné prêt à y passer 30 minutes par jour, ou un jardinier du dimanche qui ne veut s'en occuper que le week-end? La réponse à cette question déterminera la taille de la serre, son niveau d'automatisation et les types de cultures que vous pourrez y envisager. Le budget temps est une notion capitale. Démystifions ensemble le mythe de la serre qui tourne toute seule. Même avec des systèmes d'automatisation, une présence régulière est indispensable. Le matin, il faut ouvrir les portes et fenêtres pour aérer et éviter la condensation, qui favorise les maladies. Le soir, il faut penser à les refermer pour conserver la chaleur. En été, il faudra peut-être le faire plusieurs fois par jour pour réguler la température. L'arrosage, même avec un goutte à goutte, doit être surveillé et ajusté en fonction de la météo et du stade de croissance des plantes. Et puis, il y a tout le reste, le désherbage, la taille des gourmands de tomates, le traitement préventif contre les pucerons ou le mildiou, le rempotage, les semis, tout cela prend du temps. Un bon exercice est de tenir un journal de votre temps de jardinage actuel pendant un mois. Soyez honnête, si vous y consacrez actuellement 2 heures par mois, il est irréaliste de penser que vous passerez à 10 heures par semaine du jour au lendemain. Commencez petit et c'est souvent la clé du succès. Une petite serre, bien entretenue, vous donnera d'immenses satisfactions et l'envie de continuer, tandis qu'une grande serre mal gérée ne vous apportera que du stress et un sentiment d'échec. Ceci nous amène directement au piège de la taille. L'adage « qui peut le plus, peut le moins » est une très mauvaise idée en matière de serre. Les vendeurs, bien sûr, ont tout intérêt à vous vendre le plus grand modèle possible. Mais plus une serre est grande, plus les contraintes sont importantes. Le volume à chauffer en hiver est plus grand, ce qui signifie une facture d'électricité plus salée. La surface à nettoyer est plus grande. Le nombre de plantes à entretenir est plus important, et donc le temps à y consacrer. Le budget, pour l'aménager en terreau, pots et accessoires, est aussi bien plus élevé. Beaucoup de jardiniers débutants se retrouvent avec une immense serre à moitié vide et mal entretenue, ce qui est le pire des scénarios. Il vaut bien mieux faire le calcul inverse, estimer de manière réaliste vos besoins. Combien de plants de tomates voulez-vous vraiment? Avez-vous besoin de 50 ou est-ce que 10 suffisent pour votre famille? Une serre de 6 à 8 mètres carrés est souvent un excellent compromis pour commencer. Elle permet déjà de faire énormément de choses sans devenir un monstre chronophage et coûteux. Si par la suite votre passion grandit, vous pourrez toujours envisager d'en acheter une deuxième ou d'opter pour un modèle modulaire. Parlons maintenant de la technologie. Automatisation contre travail manuel. Les catalogues sont remplis d'accessoires de coûteux. Système d'irrigation connecté, chauffage régulé par thermostat, ouverture de lucarnes automatiques. Les vendeurs adorent les présenter comme indispensables. La vérité est plus nuancée. Certains automatismes sont de vrais sauveurs de vie, tandis que d'autres sont des gadgets superflus. L'accessoire le plus utile et le moins cher est sans doute l'ouvre-fenêtre automatique. C'est un simple vérin rempli d'un gaz qui se dilate avec la chaleur et pousse la fenêtre pour l'ouvrir, puis se rétracte quand il fait plus frais. C'est purement mécanique, fiable, et cela vous évite la corvée d'ouvrir et fermer manuellement. C'est un must-have. Pour l'arrosage,
Un simple système de goutte à goutte relié à un minuteur sur le robinet peut faire des merveilles pour quelques dizaines d'euros, surtout si vous vous absentez. En revanche, les systèmes entièrement connectés sur smartphone sont souvent complexes, chers et pas forcément plus efficaces. L'automatisation doit servir à vous libérer des contraintes répétitives, pas à vous déconnecter de votre serre. Le plaisir du jardinage, c'est aussi d'observer ses plantes, de toucher la terre, de sentir l'humidité. N'automatisez que ce qui est une vraie corvée pour vous. Le dilemme de la pérennité est une autre question liée à votre style de vie. Faut-il voir grand dès le départ pour anticiper les besoins futurs ou commencer petit? Les vendeurs poussent souvent à l'achat durable, c'est-à-dire le plus gros modèle que votre budget puisse supporter. Mais vos envies peuvent en changer. Peut-être que dans 5 ans, le jardinage intensif ne vous intéressera plus. Vous aurez alors investi une somme considérable dans une structure qui ne vous sert plus. Une approche plus sage peut être de choisir un modèle d'une marque réputée qui propose des extensions. Certaines serres sont conçues pour être modulaires. Vous pouvez commencer avec un module de 2 mètres de long, puis, si le besoin s'en fait sentir, en acheter un deuxième de 2 mètres pour l'accoler au premier. C'est un peu plus cher au final que d'acheter une grande serre d'un coup, mais c'est beaucoup plus flexible et cela limite le risque financier initial. Cela vous permet d'adapter votre outil à l'évolution de votre passion, et non de vous sentir esclave d'un investissement initial trop ambitieux. Renseignez-vous donc sur la modularité des modèles que vous convoitez. C'est une question qu'un bon vendeur devrait être capable de répondre immédiatement. Le choix des matériaux est un point crucial qui impacte directement votre budget temps et entretien. On vous présente souvent le verre, le polycarbonate et la bâche plastique comme de simples options, mais leurs implications à long terme sont très différentes. Le verre est magnifique, laisse passer un maximum de lumière et ne se dégrade pas. Mais il est lourd, fragile et son isolation est médiocre, sauf si vous optez pour du double vitrage hors de prix. De plus, il faut le nettoyer très régulièrement. Le polycarbonate est le choix le plus courant. Il est léger, solide et beaucoup plus isolant que le verre simple. Mais attention, tous les polycarbonates ne se valent pas. Un modèle bas de gamme va jaunir et devenir cassant en quelques années sous l'effet des UV. Il faut absolument exiger un polycarbonate traité anti-UV sur les 2 faces et une garantie claire sur sa transparence dans le temps. La bâche de serre tunnel est l'option la plus économique. Mais c'est aussi la moins durable. Vous devrez probablement la changer tous les 5 à 10 ans, ce qui représente un coût et un travail non négligeables. Demandez toujours au vendeur le coût de remplacement de la bâche ou des panneaux de polycarbonate. C'est une information essentielle pour calculer le coût réel de votre serre sur 10 ou 15 ans. Enfin, pour conclure ce deuxième critère, posez-vous la question de votre personnalité de jardinier. C'est un peu psychologique, mais c'est très important. Êtes-vous un bricoleur dans l'âme, qui aime expérimenter, construire ses propres étagères, installer son système d'irrigation? Dans ce cas, un modèle de base, même une simple structure de serre-tunnel, peut être une excellente toile blanche pour votre créativité. Vous ferez des économies sur l'achat et vous prendrez plaisir à l'améliorer vous-même. Ou bien êtes-vous quelqu'un qui veut une solution clé en main, où tout est inclus et facile à monter? Dans ce cas, il vaut mieux investir dans un kit complet d'une grande marque, avec des instructions claires et tous les accessoires déjà pensés pour s'intégrer parfaitement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais être honnête sur votre profil vous évitera bien des frustrations. Un bricoleur s'ennuiera avec un kit trop parfait, et un non-bricoleur sera complètement découragé par une serre qui demande trop de travail d'aménagement. Votre serre doit être une source de plaisir, pas un projet de bricolage forcé. C'est le mariage entre la structure et votre personnalité qui garantira le succès à long terme. Nous arrivons au 3e et dernier critère secret. Celui qui fâche, celui dont on ne parle jamais clairement, le coût total de possession. Le prix affiché sur l'étiquette n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les vendeurs se gardent bien de vous présenter la note complète, car elle pourrait vous faire fuir. Ce coût total inclut le prix d'achat, bien sûr, mais aussi une multitude de frais cachés avant, pendant et après l'installation. C'est une stratégie commerciale bien rodée. On vous attire avec un prix bas sur la structure de base, puis on vous ajoute des options indispensables, des frais de livraison, et on vous laisse vous débrouiller avec tout ce qui n'est pas inclus. Pour ne pas tomber dans le panneau, vous devez changer votre perspective.
Ne demandez pas combien coûte cette serre, mais combien coûtera mon projet de serre une fois qu'elle sera entièrement fonctionnelle et prête à accueillir sa première plante. La différence entre les deux questions est énorme. Elle peut facilement représenter 50 à 100% du prix initial. Nous allons maintenant décortiquer, point par point, tous ces coûts cachés pour que vous puissiez établir un budget réaliste et éviter les mauvaises surprises. Le premier coût caché apparaît dès la commande, la livraison et le montage. Lisez attentivement les conditions de livraison. Souvent, il s'agit d'une livraison en bordure de propriété. Concrètement, cela signifie que le transporteur déposera une palette de plusieurs centaines de kilos sur le trottoir, devant chez vous. À vous de vous débrouiller pour transporter les colis, parfois très longs et lourds, jusqu'à votre jardin. Si vous habitez en appartement avec un jardin partagé ou si l'accès est difficile, cela peut vite devenir un cauchemar logistique. Ensuite, le montage. Les notices sont souvent optimistes et parlent de quelques heures. En réalité, pour un novice, le montage d'une serre de taille moyenne peut prendre un week-end entier, voire plus. Il faut être deux, avoir de bons outils et beaucoup de patience. Les plans sont parfois mal traduits ou peu clairs. Si vous n'êtes pas bricoleur, l'option montage par un professionnel est à envisager. Mais attention, ce service est souvent très cher, parfois plusieurs centaines d'euros. Il faut donc l'intégrer au budget dès le départ. N'oubliez pas non plus les petits frais. L'achat de vie de meilleure qualité si celles fournies sont médiocres, la location d'outils mais spécifiques, etc. Une fois la structure montée, vous avez une boîte vide, et c'est là qu'intervient la deuxième vague de coûts cachés, tout ce qui est indispensable pour la rendre fonctionnelle. La liste est longue. D'abord, le sol. Allez-vous cultiver en pleine terre? Il faudra alors amender le sol avec du compost, du fumier, ce qui a un coût. Allez-vous cultiver en pose ou en bac? Il vous faudra alors acheter des contenants et des dizaines, voire des centaines de litres de terreau de bonne qualité. Ensuite, l'aménagement intérieur. Les étagères et les tables de culture sont rarement incluses dans le prix de base. Elles sont pourtant essentielles pour optimiser l'espace, surtout pour les semis. Un chemin central pour ne pas marcher dans la boue? Il faudra acheter des dalles ou des cahiers bâtisses. Le système d'irrigation, même basique, est un achat supplémentaire. Un thermomètre pour surveiller la température, des tuteurs pour les tomates, des filets d'ombrage pour l'été. Chaque petit accessoire ajoute à la facture finale. Faites une liste exhaustive de tout ce dont vous aurez besoin et chiffrez-la avant de vous décider. Vous serez surpris de voir à quel point le budget accessoire peut grimper rapidement. Parlons maintenant des garanties, un argument de vente majeur qui cache souvent des pièges. Un vendeur va fièrement annoncer « garantie 10 ans ». Mais que couvre réellement cette garantie? Lisez les petites lignes. Dans la plupart des cas, la garantie de 10 ans ne couvre que la structure en aluminium contre la corrosion. C'est tout. Elle ne couvre pas les panneaux en polycarbonate contre la grêle, qui peut les perforer. Elle ne couvre souvent pas le jaunissement ou la perte de transparence du polycarbonate sous l'effet des UV, sauf pour les modèles haut de gamme. Elle ne couvre pas la bâche de la serre tunnel contre les déchirures dues au vent. Elle ne couvre pas les pièces d'usure, comme les roulettes des portes ou les joints. En gros, la garantie couvre le risque le plus faible. Avant d'acheter, demandez précisément ce qui est couvert et ce qui est exclu. Demandez aussi comment se passe le service après-vente. Devez-vous renvoyer la pièce défectueuse à vos frais? Combien de temps prend le remplacement? Une garantie floue ou restrictive est souvent le signe d'un produit de qualité médiocre. Une marque sérieuse sera transparente sur les limites de sa garantie. Le service après-vente nous amène à un autre point crucial. La disponibilité des pièces détachées. Imaginez, dans 5 ans, une rafale de vent arrache une porte de votre serre, ou un enfant envoie un ballon à travers un panneau de polycarbonate. Que faites-vous? Si vous avez acheté une serre d'une marque inconnue sur une place de marché en ligne, il y a de fortes chances que vous ne trouviez jamais la pièce de rechange. Le fabricant n'existera peut-être plus, ou il ne détaillera pas ces pièces. Votre serre, qui vous a coûté cher, deviendra alors inutilisable pour une simple pièce cassée. C'est une économie à court terme qui peut se transformer en perte sèche. Privilégiez toujours les marques établies, qui ont une réputation à défendre,
et qui garantissent la disponibilité des pièces détachées pendant de nombreuses années. Avant l'achat, allez sur le site du fabricant et cherchez la section pièces détachées. Est-elle facile à trouver? Les pièces sont-elles clairement identifiées et tarifées? Si la réponse est non, c'est un très mauvais signe. Payer un peu plus cher pour une marque qui assure un suivi sur le long terme est une véritable assurance pour la durabilité de votre investissement. Enfin, le coût caché le plus récurrent, celui qui viendra grever votre budget mois après mois, la facture énergétique. Si vous prévoyez d'utiliser votre serre en hiver pour protéger des plantes gélives ou pour faire des cultures précoces, il vous faudra probablement la chauffer. Et chauffer une serre, même petite, peut coûter une fortune. C'est une structure avec une très faible inertie et une grande surface de déperdition. Le type de vitrage joue un rôle énorme. Une serre en verre simple est une passoire thermique. Une serre en polycarbonate à double paroi est déjà bien meilleure. L'épaisseur du polycarbonate est aussi un facteur clé. Un panneau de 8 mm isolera bien mieux qu'un panneau de 4 mm. Avant d'acheter, renseignez-vous sur le coefficient d'isolation des matériaux, appelé la valeur R ou U. De plus, l'étanchéité de la serre est primordiale. Un modèle bas de gamme avec des joints de mauvaise qualité laissera s'échapper la chaleur. Pensez aussi aux astuces pour réduire la facture, isoler la paroi nord, utiliser des voiles d'hivernage à l'intérieur la nuit ou installer des bidons d'eau peints en noir qui accumulent la chaleur le jour pour la restituer la nuit. Ne sous-estimez jamais ce poste de dépense. Il peut être la très mauvaise surprise de votre premier hiver. Pour ne pas vous perdre, voici une liste de contrôles rapides qui résume notre troisième critère secret, celui des coûts cachés. Avant de signer quoi que ce soit, posez-vous et posez au vendeur ces questions. 1. Quel est le coût exact de la livraison à mon domicile et non sur le trottoir? 2. Le service de montage est-il disponible et à quel prix? 3. Quels sont les accessoires indispensables non inclus, comme les étagères ou les gouttières, et combien coûtent-ils? 4. Quel est le budget à prévoir pour l'aménagement intérieur, incluant le sol, les bacs, le terreau et l'irrigation? 5. La garantie de 10 ans couvre-t-elle aussi les panneaux de polycarbonate contre le jaunissement et la grêle? 6. Où puis-je trouver et commander des pièces détachées, et à quel prix? 7. Quelle est la valeur d'isolation des parois et à combien puis-je estimer le coût de chauffage pour maintenir une température de 5 degrés en hiver? En ayant les réponses claires à ces 7 questions, vous obtiendrez une vision réaliste du budget total. Vous ne serez plus une proie facile pour les arguments de vente simplistes, mais un acheteur averti et maître de son projet. C'est le pouvoir de l'information? Voilà, le voile est levé. Les 3 critères que les vendeurs oublient de vous dire ne sont finalement pas si secrets. Ils sont juste basés sur le bon sens et l'anticipation. Récapitulons-les. Premièrement, ne choisissez pas une serre, choisissez une serre pour votre jardin. Analysez votre microclimat, le vent, le soleil, le sol. C'est le terrain qui commande. Deuxièmement, choisissez une serre pour votre style de vie. Soyez honnête sur le temps que vous avez, sur votre personnalité de jardinier et sur vos besoins réels. Mieux vaut une petite serre pleine de vie qu'un grand monument vide. Et troisièmement, calculez le coût total de possession, pas seulement le prix d'achat. Intégrez la livraison, le montage, les accessoires, les garanties floues et les futures factures d'énergie. En maîtrisant ces 3 aspects, vous transformez un achat potentiellement risqué en un investissement réfléchi et durable. Vous ne subissez plus le discours commercial, vous menez la danse avec des questions pertinentes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous armera de la confiance nécessaire pour réaliser votre rêve de serre sans tomber dans les pièges classiques. Si ce guide vous a été utile, montrez-le moi avec un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils jardinage. Maintenant, c'est à vous. J'aimerais beaucoup lire vos expériences dans les commentaires. Quelle est la plus grande erreur que vous ayez faite en achetant du matériel de jardinage? Ou quelle est votre plus grande crainte avant d'acheter une serre? Partagez vos histoires, elles aideront toute la communauté. À très bientôt dans le jardin.